Ciao les futurs pilotes de train, salut les youtubeurs. Aujourd'hui on va voir ensemble comment savoir à quelle vitesse un train peut circuler sur une ligne en Suisse. Alors pour ce faire, les prescriptions suisses de circulation des trains prescrivent le système suivant, les tableaux de parcours RADN. On va voir donc ensemble dans ce cours une première introduction de qu'est-ce que c'est les tableaux de parcours, comment ça se présente, à quoi ça sert, comment on les utilise. On verra aussi un premier exemple tout simple. Alors ne vous inquiétez pas si vous ne maîtrisez pas cette notion à la fin de cette première séance, parce qu'il y aura plusieurs séances spécifiques sur ce sujet. On va étudier cet élément en détail, on va l'approfondir, on va l'exercer, et ensuite on partira du principe que vous maîtrisez ce sujet. Mais là, on est donc dans le premier cours, un cours d'introduction. Alors les tableaux de parcours RADN sont nécessaires pour connaître la vitesse des trains lorsque l'image des signaux présente l'image de voie libre. Quand les signaux présentent des images autres que voie libre, des signaux ouverts comme image 2, image 3, image 5, éventuellement image 6, les trains peuvent circuler selon les vitesses prescrites par les signaux. Lorsque les signaux présentent l'image de voie libre, image 1, alors les vitesses sont prélevées dans les tableaux de parcours ou, lorsque les tableaux de parcours l'indiquent, directement sur le système ETCS Level 2, affichage des vitesses en cabine pour les tronçons concernés. Mais pour la majorité des tronçons en Suisse, à l'exception donc des tronçons équipés du système ETCS Level 2, les vitesses sont prélevées dans les tableaux de parcours. Alors, les tableaux de parcours, on en a déjà brièvement parlé quand on a étudié le chapitre annonce et transmission. Les tableaux de parcours, on les retrouve immédiatement en lien avec les calculs des rapports de freinage, les calculs des rapports de freinage partiels, les calculs de freinage en général, et bien sûr, tout le chapitre de la préparation des trains. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que chaque matin, ou lors de chaque mise en service, un mécanicien doit calculer les rapports de freinage de son train. Grâce à ce calcul que l'on étudie en détail dans les cours concernés, le mécanicien de locomotive peut connaître la catégorie et le rapport de freinage de son train. Ces catégories et rapports de freinage se retrouvent dans ce qu'on appelle les tableaux de parcours, que nous allons donc étudier tout à l'heure. Mais pour commencer, on va déjà aller regarder dans les prescriptions suisses de circulation des trains, qu'est-ce que c'est que les tableaux de parcours. Donc, pour rappel, les tableaux de parcours sont utilisés lorsqu'on a un signal principal ou un signal avancé qui nous présente l'image de voie libre, annonce de voie libre ou exécution de voie libre. Donc on va pas refaire le cours sur les signaux, ça c'est un élément que vous êtes censé maîtriser à cette étape de la formation. Voilà les images d'avertissement, les images d'arrêt, et voici les images de voie libre. Annonce de voie libre, image 1, en signalisation L. Exécution de voie libre, image 1, en signalisation L avec signalisation combinée. Annonce de voie libre, image 1, en signalisation N. Et exécution de voie libre, image 1, en signalisation N. Lorsqu'on a une annonce de vitesse, évidemment, annonce de vitesse 40, image 2. Annonce de vitesse 60, image 3. Annonce de vitesse 90, image 5, ou une annonce de vitesse numérique avec les signalisations N. Évidemment, on doit exécuter la vitesse annoncée à l'endroit où elle entre en effet, à son point d'exécution. En général, le signal principal relatif au signal avancé. Et dans ces cas-là, on doit appliquer les règles liées au seuil de vitesse qu'on trouve dans le chapitre Circulation des trains au chapitre 300.6, on étudiera ça plus tard dans un cours spécifique à la circulation des trains. Mais dans notre cas à nous, on considère donc aujourd'hui uniquement l'image 1, annonce de voie libre ou exécution de voie libre. Et dans ce cadre-là, très précisément, les vitesses sont à prélever dans les tableaux de parcours. Alors les tableaux de parcours, premièrement, il faut savoir que c'est le gestionnaire de l'infrastructure qui les établit et les actualise. Ça veut dire que si vous circulez sur l'infrastructure des CFF ou du DLS ou du Südostbahn ou des infrastructures des petites compagnies privées également, vous devez donc vous procurer les tableaux de parcours, ou si vous êtes un employé de la compagnie, ils vous sont fournis par le gestionnaire d'infrastructure, ou, le cas échéant, par la personne qui gère la documentation dans l'entreprise. Alors on va lire les prescriptions qui parlent des tableaux de parcours ensemble. Donc le gestionnaire de l'infrastructure établit et actualise les tableaux de parcours, l'horaire pour les trains et les mouvements de manœuvre en pleine voie. Cela comprend également l'établissement des marches et des horaires graphiques. Donc aujourd'hui on étudie les tableaux de parcours, prochainement on étudiera l'horaire appelé également la marche. Les marches et les tableaux de parcours doivent être remis aux mécaniciens de locomotive ou selon les besoins, les horaires aux autres agents. Les marches pour les mouvements de manœuvre en pleine voie doivent être en plus remises au chef de manœuvre. Le mécanicien de locomotive prélève les données de la marche et du tableau de parcours nécessaires à la conduite des trains ou des mouvements de manœuvre. Les tableaux de parcours contiennent tous les éléments suivants. Donc les gares et les haltes ainsi que leurs points kilométriques, les tronçons équipés de la signalisation en cabine, les points d'arrêt commerciaux, les points kilométriques concernés et les zones de vitesse, la déclivité déterminante entre les différentes gares, les vitesses maximales liées à l'infrastructure, à la rigueur de manière différenciée en fonction des catégories de trains et de freinage, et toutes les indications nécessaires pour la circulation en gare et en pleine voie. On va voir donc tous ces éléments plus tard. Alors là, c'est la description de la marche. Souvent d'ailleurs, les entreprises de transport ferroviaire, et on le verra dans notre exemple concret tout à l'heure, cumulent les informations des tableaux de parcours et de la marche des trains dans un seul et même document. Alors la marche des trains, on l'étudie dans un cours spécifique pour la marche des trains. Les tableaux de parcours donc contiennent une colonne des gares, avec tous les éléments des gares. Alors les détails, on reviendra dessus dans un prochain cours. Mais on peut déjà voir que les gares sont écrites en gras, qu'elles peuvent être combinées, il peut y avoir deux morceaux de gare dans une gare, et il y a aussi les haltes qui sont écrits en italique. L'équipement de la pleine voie, alors ça on va le traiter dans un cours spécifique qui viendra après ce cours-là.
l'équipement de la pleine voie vous dit en fait s'il y a des signaux et des équipements de sécurité d'un seul côté de la voie quand vous avez une ligne à double voie, des deux côtés dans les deux sens, ou des deux côtés seulement dans un sens ou seulement d'un côté. Alors aujourd'hui on va pas entrer dans ces détails là, mais c'est un élément très important à connaître pour le mécanicien de locomotive, déjà très simplement, basiquement pour savoir où il doit porter son regard, où il doit observer les signaux. Ensuite on a beaucoup d'éléments d'information qui viennent dans les tableaux de parcours, notamment toutes les notions liées aux gares et à la pleine voie. Par exemple, si on fait une entrée sur voie occupée, si on fait une entrée dans une gare sans accès dénivelé, ok, il y a des prescriptions spécifiques qui s'appliquent en fait lors de chacune de ces prescriptions. Par exemple, vous imaginez bien que quand vous entrez sur une voie dans une gare avec des voies sans accès dénivelé, ok, c'est-à-dire en français plus simple, une gare dans laquelle il n'y a pas de passage sous voie ou de passerelle, c'est-à-dire que les piétons vont d'un quai à l'autre en traversant des voies sur lesquelles des trains circulent régulièrement. Les trains vont pas entrer à 120 km/h dans une gare où il y a des piétons qui sont susceptibles de passer d'un quai à l'autre. Donc il y a des prescriptions spécifiques qui s'appliquent, notamment une marche à vue ou une marche à 20 km/h. Enfin bref, ça on étudiera en détail les prescriptions et ces symboles lorsqu'on étudiera la circulation des trains. Et donc ça, ces éléments-là, ces informations capitales se trouvent également dans les tableaux de parcours. Donc tous ces éléments-là, en fait, je ne vais pas juste les lire. Vous avez ce document, je vous conseille vivement de le lire. Et bien sûr, on étudiera ça très attentivement lorsqu'on fera la circulation des trains. Les tableaux de parcours indiquent aussi les seuils de vitesse et les seuils de vitesse étagés dans les gares, avec certaines particularités, comme par exemple ici. Les tableaux de parcours indiquent également l'emplacement des courbes. Alors ça, par contre, on va déjà voir aujourd'hui. Donc quand vous avez les courbes, on avait vu les panneaux de signalisation, d'annonce, d'exécution et de fin de courbe. Donc les courbes sont présentes dans les tableaux de parcours. Il y a également les points kilométriques et les emplacements des passages à niveau, ainsi que différents éléments spécifiques comme l'emplacement d'une zone tramway, l'emplacement d'une voie de raccordement, l'emplacement d'une aiguille en pleine voie avec une vitesse spécifique à cette aiguille. Par exemple, cette aiguille située au kilomètre 56 doit être franchie au maximum à 80 km/h. Il y a également les endroits où la vitesse change, donc là on a affaire souvent au panneau seuil de vitesse en pleine voie. Dans la colonne des vitesses, on retrouve ces fameuses lettres R, A, D, N que l'on a déjà vu dans un cours spécifique au calcul des rapports de freinage. Donc, une fois qu'on a calculé notre rapport de freinage, vous vous souvenez de tous ces calculs qu'on a fait dans les cours précédents, voilà où on les utilisait, entre autres. On va les utiliser pour savoir à quelle vitesse on peut circuler. Donc, si le résultat de notre calcul de freinage de notre convoi est à 115, alors dans la gare de Le Mouret, on circulera à 75 km/h et ainsi de suite sur la ligne, en tout cas la portion qui est visible ici. Si par contre notre rapport de freinage est de A 65, alors on va devoir sélectionner cette colonne-là et donc on va rouler dans la gare de Le Mouret. Une gare qui n'existe pas, bien sûr, hein, pour les personnes qui connaissent pas bien la Suisse, gare fictive, mais qui est en fait un mélange de Morat et Bouvray. Bref, on va circuler à 65 km/h au lieu de 75. Donc vous voyez, suivant votre rapport de freinage, la vitesse à exécuter est légèrement différente. Entre 75 et 45, il y a une grande différence. Lorsqu'on a affaire au double X, cela signifie qu'on ne peut pas, avec cette catégorie de train et de freinage, circuler sur ce tronçon. On est obligé d'ajouter des wagons avec des meilleurs rapports de freinage, de recalculer le rapport de freinage des trains pour atteindre au minimum la catégorie supérieure, en tout cas dans cet exemple ici, et pour pouvoir circuler sur ce tronçon. En l'occurrence, si on est en A65, on pourra circuler à 70 à Sénède, à 75 à partir de Roche et plus loin. Et évidemment, quand on met ça, on traitera en détail quand on fera les cours sur le système ETCS Level 2. Quand on a affaire à la signalisation en cabine ETCS Level 2, aucune vitesse n'est indiquée dans les tableaux de parcours. Donc vous auriez votre grille ici qui serait complètement vierge, et bien sûr la vitesse va s'afficher sur un écran dans la locomotive. Ensuite on a encore une colonne pour la communication mobile, donc ça nous indique simplement les endroits où on doit changer de canal radio, également quand on est dans une gare, pour faire des manœuvres, etc. Quel canal, où on peut atteindre le chef circulation, et bien sûr aussi quand on est en pleine voie si on a un problème. Donc là, en l'occurrence, on peut atteindre le chef circulation avec le numéro raccourci 1301 directement sur le téléphone portable. La limite d'un système de communication mobile est indiquée avec un trait horizontal, comme ici. Donc vous pouvez très bien être sur le GSM Highway, qu'on avait vu dans les cours techniques, et après être sur un réseau national, en l'occurrence en Suisse, Swisscom ou Sunrise, pour ce tronçon-là. Bien sûr, le but des compagnies ferroviaires, là en l'occurrence c'est les départements d'infrastructure qui s'occupent de ça, le but c'est d'équiper tout le réseau suisse en GSM-R. Néanmoins, pour l'instant c'est pas encore le cas, il y a des zones difficiles d'accès où seuls les opérateurs téléphoniques publics ont des lignes téléphoniques et on utilise leurs lignes sur certains tronçons. Et donc du coup on a parfois GSM-R pendant un certain bout, ensuite on a une coupure de réseau. La colonne des signaux de bloc, donc un bloc comme on avait vu dans les cours sur les signaux, c'est simplement deux signaux qui permettent de délimiter un tronçon de voie, qui permettent donc, ou une diagonale d'échange, qui permettent donc de mettre plus de trains sur une pleine voie. Et donc les blocs portent parfois un nom, comme ici, l'Intini, ou
simplement le mot bloc. À chaque fois, on a le point kilométrique où le bloc est situé et on a sa désignation. Ensuite, on a les aiguilles en pleine voie, les équipements de contrôle de la marche des trains destinés au contrôle des installations de passage à niveau. Donc on a une balise qui va en fait détecter si le passage à niveau est correctement fermé, la balise n'émettra aucune impulsion. Si au contraire le passage à niveau est ouvert et donc les voitures peuvent circuler sur le passage à niveau, la balise émettra une impulsion qui sera communiquée à la locomotive qui déclenchera un freinage d'urgence. On a bien sûr les signaux sifflés, les zones de tramway, ça veut dire donc une zone où on doit observer en plus de la circulation des prescriptions ferroviaires, les prescriptions routières, et il y a des prescriptions donc spécifiques qui s'appliquent pour les trains dans ces zones-là. Les débuts d'une section de protection, donc ça on avait vu dans les cours techniques sur l'électricité, les sections de protection longues, les sections de protection facultative, le début d'un tronçon avec signalisation de la vitesse en cabine, et TCS Level 2 en Suisse, et la fin d'un tronçon avec signalisation en cabine. Donc ça c'est pour la description des tableaux de parcours. On va après regarder des tableaux de parcours et vous verrez qu'on va retrouver donc tous ces éléments. Donc ces éléments ils sont vraiment, où était la page? Ici. Tous ces éléments il faut les maîtriser en fait. Vous ne pouvez faire l'impasse sur aucun de ces symboles. Vous devez les connaître par cœur. Ils feront partie de votre vie. Alors là c'est dans la partie circulation. Lorsque 2 ou plusieurs vitesses étagées pour l'entrée ou la sortie sont indiquées dans la colonne des gares. Donc c'est ce qu'on avait vu. Hop. Ici. Voilà les vitesses étagées dans les gares. Donc là il y a 2 vitesses, parfois peut-être même plus. L'emplacement des seuils de vitesse est réglé dans les prescriptions d'exploitation du gestionnaire d'infrastructure. Alors évidemment, là, comme vous l'avez remarqué, on est dans les PCT, prescriptions suisses de circulation des trains, mais évidemment, bien sûr, il faut toujours aller vérifier dans les prescriptions d'exploitation du gestionnaire d'infrastructure. Donc c'est, comme je vous rappelle, les prescriptions qui complètent, qui affinent ou parfois qui suppriment des éléments des prescriptions suisses de circulation des trains. Mais en général, c'est plus restrictif. Il faut bien sûr vérifier qu'est-ce qui est indiqué. Et donc là, c'est dans l'infrastructure qu'il faut vérifier. Signalisation en cabine, on regardera ça en détail dans le cours sur les TCS Level 2. Et là, on a un modèle de tableau de parcours, voilà, qui nous est donné directement dans les prescriptions suisses de circulation des trains. Donc on retrouve tous les éléments qu'on a décrits tout à l'heure. Donc on est en catégorie R, en rapport de freinage soit 135, soit 105. On parle de la gare de Altaville qui est située au point kilométrique 99,40. Il y a une pente de 5 pour 1000, donc ça veut dire que ça descend de 5 pour 1000. Ensuite on a une pente de 5 pour 1000, ça descend de 3 pour 1000. Mais on a une rampe de 10 pour 1000, ça veut dire que ça monte de 10 pour 1000. Ces pentes et rampes sont importantes non seulement pour la conduite, savoir si vous allez freiner, mettre de l'effort de traction, de l'électricité dans les moteurs, mais également pour l'immobilisation de votre train quand on fait les calculs des rapports de freinage partiels et aussi les calculs des freins d'immobilisation. Ensuite, on a le canal radio, on a vu ça tout à l'heure, donc là on est sur le canal 36, là sur le canal 31, etc. Ici il y a une coupure, on voit bien, on passe du 36 au 31. Ici on a les gares et les haltes. Ici donc on a une zone qui n'est, bon ça on verra dans un cours plus spécifique, qui n'est pas équipée pour la pleine voie de la même manière que le reste du tronçon. En fait, tout le tronçon ici est banalisé, c'est-à-dire qu'il y a des signaux et des appareils de sécurité des deux côtés de la voie dans les deux sens, alors que ce tronçon-là, il a des spécificités. Mais ça, on va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, sinon ça ferait trop d'informations, ça sera dans un prochain cours. Ne vous inquiétez pas, vous saurez bientôt ce que c'est ces barres, et surtout à quoi elles servent et comment, quelles prescriptions appliquer. Donc on voit qu'on part à Altaville, à 125 km/h si on est en R135, ou à 120 si on est en R105. On passe toujours à 125 au travers de la halte de Villers, qu'on s'y arrête ou qu'on ne s'y arrête pas, c'est la même chose. Si on passe tout droit, on passe à 125, sinon évidemment on va freiner, s'arrêter et réaccélérer après avoir démarré. Ensuite on va passer à Bernville, et à partir de Bernville on doit rouler à 105 et à 100. Alors où se situe le seuil de vitesse? Alors ça c'est ce qu'on va traiter dans le prochain cours qui traitera des seuils de vitesse. Parce que parfois le seuil de vitesse est au signal principal, parfois il a l'aiguille d'entrée, parfois il a la première aiguille. Donc généralement il est toujours soit au signal, soit à l'aiguille d'entrée et l'aiguille de sortie de la gare. Néanmoins, il y a toujours des subtilités en fonction de la géographie du terrain, de la topographie, et donc du coup, il faut toujours vérifier dans les prescriptions d'exploitation locales où se situe exactement le seuil de vitesse pour chacune des gares que vous traversez. Et parfois d'ailleurs, attention, ça on le verra dans un cours ultérieur, parfois le seuil de vitesse n'est pas au même endroit sur les différentes voies que vous parcourez. Mais là, ça devient subtil, trop subtil pour aujourd'hui. Donc pour aujourd'hui, on va se contenter de simplifier les choses et de se dire qu'on roule de 125 jusqu'à la gare de Bernville, de Altaville à Bernville à 125, et ensuite de 105 jusqu'à Villishofen. Ensuite, on roule à 80. Ensuite, à partir de la gare de Grensdorf, on roule à 110. On voit qu'on a à Bergdorf une gare avec pas de signal avancé d'entrée. Dans le sens descendant, c'est pas de signal avancé de sortie. Là, c'est pas de signal avancé ni d'entrée ni de sortie. En fait, cet exemple, il est génial parce qu'il reprend tous les symboles les uns après les autres. On voit qu'à Frankville, on a sur les voies B1 à 3 des voies en cul-de-sac. D'ailleurs, à partir de Frankville, on peut aller à 140 si on est en 135. Je me suis concentré que sur cette colonne. Je suis parti du principe que notre train avait la catégorie la plus haute. Mais vous avez compris le principe. Vous sélectionnez la vitesse en fonction de votre catégorie et de votre rapport de freinage. Niederwald, là, on a un seuil de vitesse étagé. Donc là, déjà, on a un seuil de vitesse étagé. Donc, on roule à 140, ensuite à 80 dans la gare. Ensuite, dès qu'on a dégagé l'aiguille de sortie de la gare par la queue, on roule à nouveau 140. On entre dans la gare à 140. Là, pour la voie B, il faut une autorisation de départ donnée par le chef de circulation. C'est ça que l'étoile veut dire.
Au kilomètre 62.6 après la gare, on aura une vitesse à 80. Dans la gare, donc on entre à 140 jusqu'au milieu du quai. À partir du milieu du quai, on roule à 125. Milieu du quai ou milieu du bâtiment voyageur, sauf si des prescriptions locales, donc il fallait vérifier dans les prescriptions locales de la gare de Burgwiller, disent quelque chose d'autre. Mais quand il n'y a rien d'écrit dans les prescriptions locales, ça veut dire que le seuil se trouve au milieu du quai. Et là, dans la gare de Niederwald, on a un seuil de vitesse étagé, donc comme on l'a vu, milieu du quai, mais en plus, on a plusieurs vitesses. Ça veut simplement dire en fait que jusqu'à l'aiguille d'entrée, c'est 80, et après, à un point qui est défini, alors là, clairement, dans les prescriptions locales, c'est à 90. Alors, pour savoir ça, il faudrait aller dans les prescriptions de Niederwald. Niederwald étant une gare qui n'existe pas, comme tous ces noms-là, en fait, c'est un exemple. Mais dans la réalité, il faudrait bien sûr aller vérifier dans les prescriptions locales de la gare. Là, ce qui est juste triste, c'est qu'on ne peut pas le faire puisque ça n'existe pas. Et ils n'ont pas poussé l'exemple au point d'écrire des des prescriptions imaginaires. Ils auraient pu. Bref. Ici, on voit encore un autre élément, une courbe à 100. Donc ça sera une courbe qui sera signalée avec des écrans de vitesse pour les courbes, écran de vitesse permanent, annonce de vitesse 100, exécution de vitesse 100, fin de courbe 100, donc lorsque la queue du train a dégagé le panneau fin de vitesse, on peut accélérer à la vitesse de 110. Ensuite, ici, on a une courbe de sortie, donc là, ça veut dire qu'on démarre pas à 100 à la sortie de la gare, mais qu'on démarre à 80. Et dès qu'on a dégagé la courbe de sortie par la queue, on peut enfin rouler à 100 ou à 95 suivant notre catégorie et notre rapport de freinage. Ici, on a une courbe étagée, ça veut dire qu'on a une première courbe à 95 et ensuite une deuxième courbe à 85, et ensuite seulement quand on a dégagé la courbe à 85, on peut rouler à 100. Dans cette gare, on a une entrée sans accès dénivelé au quai, donc il y a des prescriptions spécifiques qui s'appliquent. La vitesse à partir de la gare pour la pleine voie et bien sûr dans la gare aussi est de 100 km/h. Quand on a cette configuration-là, d'ailleurs, on l'a déjà eu à plusieurs reprises en dessus, il faut, sauf s'il y a des prescriptions spécifiques pour la gare, dans les prescriptions locales, donc toujours vérifier les prescriptions locales, si vous n'avez rien qui est écrit, vous avez le droit jusqu'à la dernière aiguille de prendre la vitesse la plus élevée des deux. Donc vous pouvez rouler à 100 jusqu'à la dernière aiguille, et à partir de la dernière aiguille, vous devez rouler à 80. Et ici, donc, on voit ce fameux symbole double croix, donc en R105, sur cette ligne imaginaire, on n'aurait pas le droit de rouler à partir de la gare de Montebado et jusqu'à Fusio. Par contre, tout le reste du tronçon, on peut rouler. Donc ça veut dire qu'en fait, le train pourrait rouler jusqu'ici, et après, il faudrait une modification de catégorie pour pouvoir rouler ici. Donc voilà pour les tableaux de parcours. Alors maintenant que vous avez un premier aperçu, on reviendra en détail comme promis. Voilà donc comment se présentent les tableaux de parcours. Donc ça, c'est commun au CFF, au BLS, au TPF et au Südostbahn. On a étudié d'ailleurs ces compagnies dans le cours spécifique aux entreprises de transport ferroviaire. On a un cours qui présente toutes les entreprises ferroviaires de Suisse, leurs spécificités techniques et également les données de base publiques économiques. Donc les tableaux de parcours pour ces 4 compagnies se présentent sous la forme suivante. Vous avez donc une carte avec toutes les lignes qui sont desservies. Donc les TPF, c'est ce tronçon entre Bulle et Romans, mais également ce tronçon entre Neuchâtel et Fribourg, et entre Fribourg et Payerne. Et le reste, c'est les CFF, le BLS dans cette région-là, le Südostbahn dans cette région-là. Bien que ça bouge, avec l'ouverture à la concurrence, les compagnies peuvent faire un appel d'offres, comme on avait vu dans un cours spécifique au système ferroviaire helvétique. Mais bref, là, ces 4 compagnies éditent ensemble leur tableau de parcours, ce qui est très pratique. Et donc, vous avez chaque ligne qui a un numéro. Par exemple, ici, la ligne du Valais, c'est la 211 et la 221. Et ensuite, le numéro est repris ici avec le nom des villes et des villages dans lesquels passe la ligne. Vous avez ensuite les informations par rapport aux modifications, etc. Et ensuite, voilà comment se présente concrètement un tableau de parcours. Alors bien sûr, comme dans tous les éléments ferroviaires, il y a toujours une date. Donc vous voyez, là, c'était un document qui était valable à partir du 8 décembre 2017. Par contre, l'ensemble du document était valable à partir du 4 août 2018. Donc vérifiez toujours la date de vos documents et prenez toujours le dernier document mis à jour. Et si vous avez un doute, contactez la personne responsable dans l'entreprise dans laquelle vous travaillerez, parce que c'est vraiment très important d'avoir toujours la dernière version à jour. On va prendre n'importe quelle ligne, et ben cette ligne déjà juste pour regarder, donc on retrouve les éléments qu'on avait vus, les points kilométriques, les pentes et les rampes, donc pente, descente, rampe, montée en pour 1000, 3 pour 1000 de descente, 5 pour 1000 de rampe, donc de montée, les canaux radio, donc ici on a affaire au fameux GSM-R, le numéro pour appeler le chef circulation, 1301, dans la gare de La Plaine c'est 1304, dans la gare de Satigny et sur tout ce tronçon de pleine voie c'est 1305, à la gare de Vernier, de Châtelaine, de Saint-Jean ça sera à nouveau 1301. On a ici les numéros, les points kilométriques avec des éléments spécifiques, donc le bloc frontière en l'occurrence, là après on est en France, direction Bellegarde. Ici on a les blocs avec leurs points kilométriques respectifs et leurs numéros, donc là il y en a 2 en l'occurrence, 2 signaux puisqu'il y a 2 voies sur ce tronçon. Par exemple le bloc au kilomètre 73.4 a le numéro S684 ou S584. Le numéro est toujours indiqué sur le signal comme on avait vu dans le cours des signaux. Bien sûr là ça vous met les signaux de bloc mais ça vous met pas les signaux d'entrée, de sortie, de tronçon d'entrée et de tronçon de sortie dans les gares. Il faut bien sûr prendre en compte ces éléments. Et donc ici vous sélectionnez votre catégorie de train, donc ça peut être R, ça peut être A ou D, et encore sur les lignes sur lesquelles on peut circuler avec des trains à inclinaison, la catégorie N. Là, en l'occurrence, sur cette ligne, il n'y a pas, mais par contre, sur l'autre ligne, ici par exemple Lausanne-Nyon et Genève-Nyon, on aura RAD et on aura évidemment la catégorie N. N donc 150 ou 180 comme rapport de freinage. En R, on a toujours
Alors, où il y a un R? Ici, 150, 135, 125, 115 et 105. Et en A, on a 115, 105, 95, 85, 80, 75. 70, on a aussi 65, 60, 55, mais ils sont pas sur ce tronçon ici, mais peut-être on les trouve plus loin. Voilà, 65, 60 et 50. Et on a encore la catégorie D, qui est une catégorie particulière pour les trains jusqu'à 750 mètres et pour les trains entre 20 et 22,5 tonnes par essieu. Alors que dans les catégories A, R et N, c'est uniquement jusqu'à 20 tonnes par essieu. Mais bon, si vous avez 4 essieux, ça fait quand même 80 tonnes par voiture, c'est déjà pas mal. Donc là, c'est pour les trains lourds ou longs. Là, c'est jusqu'à 500 mètres, alors que là, c'est de 500 mètres à 750 mètres. Donc ces éléments, on les retrouve dans... sauf erreur, les prescriptions infrastructures. Donc on va revenir sur notre page, on avait pris la première qui venait, donc c'était celle-là. On retrouve donc les colonnes pour chaque catégorie de train et de freinage. On a ici une gare avec plusieurs éléments de gare, avec à chaque fois la vitesse 90, mais 95 dans les 4 catégories. Là on voit qu'il n'y a pas beaucoup de changements, mais plus loin il y en a. Donc ici on voit qu'on a des signes spécifiques, celui-là on l'étudiera dans le prochain cours, mais ça concerne les prescriptions de vitesse sur les signaux, tout simplement. Ici donc on peut rouler à 115, ici on a un seuil de vitesse étagé, comme on a vu tout à l'heure, donc il faudrait aller vérifier dans les prescriptions locales pour la gare de Genève, dans le faisceau de voie A, où se situe l'étage, donc c'est-à-dire le seuil de vitesse, jusqu'où on peut rouler à 115 et à partir de où on doit rouler à 40. Ensuite, la gare de Châtelaine, la gare de Genève Aéroport. Ici, on voit qu'on a une courbe 95 après la gare de Satigny. Ici, on voit qu'on a une courbe de sortie immédiatement, donc à la fin de la gare de La Plaine, c'est-à-dire qu'on... Bon, de toute façon, la vitesse serait de 90 à la sortie de la gare, courbe à 90, et le 100, qui est bien sûr valable après, en tout cas jusqu'à la frontière. Après la frontière, j'en sais rien, c'est la France, il faudrait voir les prescriptions françaises. Mais sur les prescriptions suisses, on peut rouler à 100 sur ce tronçon ici, entre la gare et la prochaine gare. Mais on doit d'abord dégager la courbe à 90 par la queue du train. Bon, sur cet exemple, il n'y avait pas beaucoup d'éléments. Alors après, c'est sûr que suivant les tronçons, suivant la topographie, vous aurez des RADN très simples à lire, et parfois vous aurez des RADN plus complexes, plus compliqués en tout cas. C'est pas de la complexité, mais c'est de la complication. Vous aurez plus de complications. Ben là, on voit que c'est déjà beaucoup plus chargé, mais c'est parce qu'il y a plein de colonnes de catégories et de rapports de freinage. On va essayer d'en prendre un tout autre, un peu plus loin. On va prendre le même que celui dont on a un exemple qui nous a été envoyé par un collègue, qu'on remercie au passage s'il voit la vidéo. Voilà, alors vous voyez, toutes les lignes se ressemblent après, mais il faut bien sûr toujours être très attentif. Ici, par exemple, totalement au hasard, on a donc des fameuses voies en cul-de-sac. Les voies 6 à 10 sont en cul-de-sac dans la gare de Payerne. Ici, on a un passage à niveau protégé. On a à Noiregues, lorsqu'on a l'image 2 qui est présentée au signal principal d'entrée, on a une entrée dans une gare sans accès dénivelé au quai. On a une courbe de sortie à 85, puis une courbe à 85. Ici, on a un 50 sur un signal qui prescrit normalement 60, donc c'est une vitesse inférieure, le carré. Ici, on a une voie de raccordement, donc la ligne principale va de Neuchâtel aux Verrières, et on a une voie de raccordement pour Côte-en-Dare qui est, si je me trompe pas, je connais pas bien cette région là-bas, ça doit être une usine ou une cheminée ou quelque chose comme ça. Mais peu importe, c'est une voie de raccordement qui est située en pleine voie. Donc ça veut dire que sur une des voies, là je crois qu'il n'y a qu'une voie sur ce tronçon, sur la voie il y aura une aiguille qui va sur cette voie de raccordement. Ça peut être intéressant notamment pour des mouvements de manœuvre de connaître cette aiguille. Normalement en position droite, la vitesse est de 90, il n'y a pas de problème. Mais ça veut aussi dire qu'il peut y avoir un signal avancé et un signal principal pour protéger cette aiguille. Ici vous voyez que vous avez des courbes de sortie qui se suivent, 80, 90, 85, 90, 95. Et lorsqu'on a dégagé toutes ces courbes, on peut enfin rouler à 100, dégagé par la queue toujours. Bon, celui-là était intéressant. Ça c'est d'ailleurs un RADN d'une compagnie qui s'appelle TransN, une compagnie privée dans le canton de Neuchâtel, si ça n'a pas changé. Sur ce RADN là, on voit les fameuses croix, donc sur cette ligne là, le locle à Neuchâtel, le locle La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel, il est interdit en catégorie D de circuler, tout simplement. Sauf sur le petit tronçon Neuchâtel-Vauseillon-Neuchâtel, parce que c'est à plat. Mais dès que vous commencez la montée, cette ligne est une ligne à forte pente, catégorie A. D'ailleurs, dans le canal de radio, la déclivité. Et voilà, la déclivité déterminante, on voit bien qu'on a du 26 pour 1000, du 27 pour 1000. Donc ça, il faut aller voir dans les prescriptions infrastructures, il y a la liste de toutes les fortes pentes de catégorie A et de catégorie B, et ces fortes pentes ont des prescriptions spécifiques, notamment liées aux pannes des freins électriques et aux rapports de freinage, etc., rapports de freinage partiel. Donc il faut absolument savoir si vous êtes sur une voie plate, on va dire, ou normale, si vous êtes sur une voie forte pente catégorie B ou forte pente catégorie A, parce qu'il y a des prescriptions supplémentaires qui s'appliquent. On étudiera tout ça bien sûr dans un cours, dans le chapitre circulation, ça viendra beaucoup plus tard, ne vous inquiétez pas. La gare de Chambrelien n'a pas de signal avancé de sortie, ce qui est assez logique puisque c'est une gare en cul-de-sac, c'est-à-dire que vous entrez dans un sens et vous repartez dans le même sens que vous êtes entré. Pas très français ça. Bref, c'était mieux de dire simplement une gare en cul-de-sac. Donc ça veut dire aussi que vous freinez après le quai, si vous continuez, vous allez directement sur un signal principal. Il n'y a rien qui vous avertit de l'existence de ce signal principal. Et donc, si vous allez trop vite, ben, vous vous faites peut-être un signal d'arrêt. Ce qui est jamais une bonne chose. À Corcelles-Peseux, ici, on a une entrée dans une gare sans accès dénivelé au quai lorsque le signal présente l'image 2. Par contre, si le signal présente l'image 1 ou l'image 3, dans ce cas-là, ça veut dire que vous passez sur la voie extérieure. Et donc, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de tenir compte de cette prescription entrer dans une gare sans accès dénivelé au quai. C'est seulement si le signal d'entrée
après il vous présente l'image 2. Dans ce cas-là, attention, il faut appliquer la prescription liée aux gares sans accès dénivelé au quai. Et ces prescriptions spécifiques à la circulation des trains, on les verra dans les chapitres concernant la circulation des trains. Donc voilà, là on a vu un exemple concret de RADN. Donc ce document est utilisé par les mécaniciens de locomotive, vous devez d'ailleurs l'avoir avec vous. En général, les mécaniciens l'ont sous forme électronique, dans leur tablette et dans leur téléphone portable. Après, ça dépend des entreprises. Certains ont 2 tablettes, d'autres ont un téléphone portable et une tablette, d'autres ont encore une tablette graphique et du papier dans un sac à dos. Là, bien sûr, c'est chaque entreprise qui définit dans ses dispositions d'exploitation transport quels outils de communication, on avait vu ça dans les annonces et transmissions, doivent être emportés par le pilote, le mécanicien de locomotive. Ici, on voit qu'il y a des courbes qui se suivent, mais on a déjà vu tout ça. Là, on voit qu'il y a un changement de canal radio, donc on a le canal R et ensuite on a le canal P. Ici, on voit qu'on a un passage à niveau surveillé par une balise, donc je vous montre juste les éléments spécifiques qu'on peut retrouver. Ça, on a déjà vu, absence de signal avancé dans la direction sortie, ici, gare en cul-de-sac pour les voies A11 à 13. Ici, autorisation de départ par le chef circulation, par SMS pour la gare de Bienne, par le chef circulation pour la gare de Bienne-Rangierbahnhof, RB ça veut dire Rangierbahnhof, gare marchandise en allemand. Je suis toujours à la recherche des particularités. Courbe après halte 70 puis 85, donc là il y a 2 courbes après halte qui se succèdent. Ensuite il y a encore une courbe à 80 sur le tronçon. Ici il y a un seuil de vitesse au kilomètre 75.9. En l'occurrence dans cette catégorie ça change rien. Si vous êtes en R150 ou R135, vous roulez de toute façon à 105 jusqu'à la courbe à 75. Par contre, si vous êtes dans les catégories inférieures, R125, R115, R105, vous passez par exemple de 105 à 100, de 105 à 95 ou de 105 à 90, et ceci se fait en fonction de l'emplacement donc de ce seuil de vitesse qui est délimité par un panneau seuil de vitesse en pleine voie et qui se positionne donc au fameux kilomètre 75.9. Là aussi sur cette ligne on voit ici c'est une forte pente catégorie B, déclivité déterminante 25 pour 1000. On voit qu'il est interdit de circuler en catégorie D sur le tronçon La Chaux-de-Fonds jusqu'à Courgémont. Donc oui, canal radio R, GSM-R, canal radio P, c'est Swisscom, si c'est toujours ça qui est utilisé. Ça on a déjà vu, autorisation de départ donnée par le chef circulation. Ça c'est des gares qui sont occupées par un chef circulation, ça doit être un peu les dernières de Suisse. Ici voilà, on a des passages à niveau qui sont protégés par une balise, mais cette fois c'est pas une balise comme on avait vu sur l'autre ligne où c'était une balise voilà, Integra Signum. Ici c'est spécifié que c'est une balise Euro, donc une balise qui utilise le système sac à dos avec les TCS level 1 LS, mais ça c'est un détail technique, on verra ça dans les cours sur la sécurité. Pour l'instant c'est pas important, il faut juste comprendre qu'il y a un passage à niveau qui est protégé par une balise et que si le passage à niveau est malheureusement ouvert, ben heureusement si la balise fonctionne elle va arrêter votre train. Je crois qu'on a vu tous les éléments importants du RADN, donc n'hésitez pas dans les commentaires sur le forum à en discuter entre vous, à poser des questions, et si vous voyez un symbole que vous ne comprenez pas, bien sûr allez le chercher dans les prescriptions, mais si vous n'êtes pas sûr de sa signification ou si vous n'arrivez tout simplement pas à le trouver dans les prescriptions, posez la question sur le forum, les autres personnes vont vous répondre et les 3 instructeurs de l'entreprise Rail Disruption, on va bien sûr avec plaisir venir lire de temps en temps le forum et répondre aux questions où il n'y a pas eu de réponse satisfaisante par les autres participants. Seuil de vitesse étagé dans la gare de Tavannes, 75, puis 55, puis 65, donc là concrètement vous devez ouvrir les dispositions locales et regarder à Tavannes où sont ces seuils de vitesse. Et bien sûr si vous roulez fréquemment là, apprenez-les par cœur, si vous le roulez une fois, pas besoin de l'apprendre par cœur, mais souvenez-vous-en au moment où vous en aurez besoin. Ou à défaut, ayez au moins la feuille avec vous. On va aller beaucoup plus loin, on va aller en Suisse allemande, voir si tout à coup on voit par hasard une particularité qu'on n'a pas encore explicitée. Ah ben tiens, autorisation au départ par SMS sur les voies 1 à 10 et sur les voies 12 à 13. Ici, il y a beaucoup de... c'est une ligne où il y a toujours l'absence de signaux avancés de sortie. Les courbes en allemand sont écrites K, alors oui, bien sûr, il faut vous y faire. En Suisse, c'est un pays où il y a 4 langues nationales, romanche, italien, allemand et français. Sur la plupart des lignes, c'est soit en allemand, soit en français ou en italien. Seuil de vitesse à l'aiguille. Ça veut dire en fait que le seuil de vitesse n'est pas au signal principal. Si par exemple le signal avancé vous dit ouvert 40, le signal principal vous dira ouvert 40, mais le 40 vous ne devez pas l'exécuter au signal principal, mais vous pouvez l'exécuter à l'aiguille qui va suivre le signal principal, l'aiguille d'entrée. S'il y a une aiguille dans l'autre sens, ça compte pas, hein. C'est vraiment la première aiguille en déviation qui est l'aiguille d'entrée. Donc ça montre qu'il faut non seulement connaître la position des signaux sur les lignes que vous parcourez, mais également connaître où se trouvent les différentes aiguilles, puisque parfois la vitesse est non pas au signal mais à l'aiguille. Mais tout ça on l'étudiera en détail dans les cours sur la circulation, donc ne vous inquiétez pas. Là pour l'instant, comme je disais en introduction, on fait un simple survol des tableaux de parcours RADN et on va revenir dessus, on va les étudier, on va faire des exercices. Bientôt vous maîtriserez le RADN. Ça vous paraît peut-être compliqué, il y a peut-être beaucoup d'informations parce que c'est la première fois probablement que vous voyez ça de votre vie, donc c'est normal, mais ne vous inquiétez pas, bientôt ça fera partie de votre vie et ça sera autant simple que de vous faire un café le matin. Ça demandera pas plus de réflexion, ça deviendra une habitude, un automatisme. Par contre, même quand ça sera, justement, c'est le danger un peu dans le monde ferroviaire, on s'habitue vite à la complexité ferroviaire, ça nous devient familier, habituel, mais il faut toujours être très vigilant et très attentif parce que le petit détail peut faire une grande différence. Donc du coup, même quand ça sera easy pour vous, les tableaux de parcours, comme ça l'est actuellement pour moi, soyez toujours très attentif. Avant de rouler sur une ligne, lisez attentivement votre tableau de parcours, bien sûr dans le cadre des connaissances de ligne. Je vous rappelle que les prescriptions suisses de circulation des trains obligent un mécanicien de locomotive à parcourir
parcourir la ligne 4 fois dans les deux sens et si possible une fois de nuit. Certaines compagnies autorisent de faire 1 ou 2 courses virtuellement, donc devant une vidéo, mais elles obligent quand même à faire un certain nombre de courses en cabine en tant que non pas conducteur mais en tant qu'accompagnant pour connaître les lignes. Et dans ces moments-là, c'est des moments privilégiés pour apprendre exactement la position des signaux, des seuils de vitesse, des aiguilles, etc. De tous les éléments d'infrastructure en fait. Et soyez toujours vigilants et bien sûr soyez très vigilants aux modifications parce que ces tableaux de parcours, ben voilà, on va enchaîner là-dessus parce qu'on a à peu près vu tout le contenu de la symbolique des tableaux de parcours, sauf ceux qu'on va volontairement pas expliciter aujourd'hui pour pas alourdir. Il y en a très peu, mais il y en a quelques-uns qu'on verra dans un cours spécifique. Les tableaux de parcours sont modifiés régulièrement parce qu'il y a des modifications, parce qu'il peut y avoir un chantier, il peut y avoir une courbe, il peut y avoir une voie qui est démontée, par exemple un tronçon à 3 voies où on décide de conserver que 2 voies, ou alors une voie qui est une gare qui est réorganisée. Bref, il y a des modifications qui sont faites très souvent, une balise qui est changée, par exemple une balise classique Integrationum qui devient une balise Eurobalise, bref, un signal qui est déplacé, et toutes ces informations vous les trouvez, donc là c'est un document complet avec plus de 900 pages de RADN, parce qu'il est commun, comme on le disait au début, à 4 compagnies ferroviaires, peut-être même plus d'ailleurs, parce qu'il y a des infrastructures qui me semblent qui sont parcourues comme ici par d'autres compagnies, ici aussi, Turbo, etc. Ici, Reticheban, bref, il y a là sur le tronçon jusqu'à Domatens, ah bah d'ailleurs ça même indiqué RHB, bref, et donc ça c'est le classeur complet si on veut, mais en complément à ce classeur complet, avec sa date d'entrée en vigueur, il y a très régulièrement des modifications qui sont données, donc là la modification numéro 46, elles ont toujours un numéro, incrémenté positivement bien sûr dans le temps qui s'écoule, donc les entreprises qui sont responsables de l'infrastructure distribuent à leur personnel évidemment, et mettent à disposition des autres entreprises qui parcourent les mêmes tronçons, et donc vous avez le numéro de la modification, la date à partir de laquelle la modification entre en vigueur, et vous voyez que c'est pas toujours la même chose, par exemple là, le 4 novembre, le 5 novembre, le 16 novembre, le 2 décembre, etc. Vous avez ensuite un élément qui vous dit quelle page vous pouvez remplacer dans ce qu'on a vu tout avant, donc le classeur. Donc là, vous prenez la page 222, numéro 3 à 5, et vous remplacez les pages. Dans la plupart des compagnies suisses, ça se fait de manière électronique maintenant. Mais il existe toujours une version papier, et certaines compagnies, comme je vous disais tout à l'heure, certaines doivent... En fait, il doit toujours y avoir le moyen principal, un moyen de substitution en Suisse. Et du coup, certaines compagnies décident de donner 2 tablettes graphiques à leurs employés, à leurs pilotes. Certaines, une tablette, un téléphone portable. Mais rien ne vous empêche de prendre avec vous une autre tablette, ou alors, bien sûr, il faut faire attention que ça soit la bonne version du règlement qui soit dessus, et rien ne vous empêche de prendre la version papier. Et certaines compagnies fonctionnent encore avec le papier, enfin, je crois pas, mais dans les chemins de fer marchandises, peut-être, à vérifier. Dans tous les cas, que le changement soit informatique ou manuel sur papier, vérifiez bien les dates de mise à jour, et consultez à l'endroit où votre entreprise vous donne les modifications. Très 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 important. D'ailleurs, les modifications et le RADN sont publiés sur le site de l'Union des Transports Publics. Ah ouais, ça j'ai oublié de vous dire, c'est assez important. UTP, Union des Transports Publics. En fait, vous pouvez même aller plus simple. Vous mettez UTP dans Google, parce que là, si on doit naviguer sur leur site, tac, et vous mettez RADN. Vous avez accès à un shop en ligne. En Suisse, tout est payant. Ça, vous l'apprendrez très vite. Et vous pouvez donc prendre ici, pour 45 francs, le RADN complet. Bien sûr, il va vous diriger vers le truc pour le paiement. Vérifiez toujours la date, donc celui-là valable dès le 6 janvier 2019. Donc là c'est juste une modification, il y a 114 pages. Vous avez aussi les infrastructures, enfin une partie des infrastructures en tout cas. Bref, vous avez plusieurs sites, ça on verra dans un cours spécifique où trouver les règlements. Mais sachez que là c'est l'Union des Transports Publics qui distribue publiquement pour les différentes compagnies et les différents employés. Si vous êtes employé dans une entreprise, vous le recevez gratuitement en général, hein, vous inquiétez pas. Mais si vous êtes en formation extérieure, comme c'est le cas chez nous, ben, vous devez évidemment vous le procurer à vos frais. Et donc vous pouvez le trouver ici. Sachez aussi que sur internet, si vous tapez sur Google RADN, vous allez trouver Google RADN, vous allez trouver des anciennes versions. On vous conseille quand même de prendre la dernière version. Voilà, vous trouvez même des images, mais je sais qu'il y en a qui traînent. Ouais, en cherchant un peu, vous allez les trouver. Mais ça sera des... Là, voilà, on voit là. Non, ça c'est un I, c'est donc un infrastructure. 10 décembre 2017, ouais, c'est juste l'avant-dernière version. L'avant-avant-dernière. Ça évolue très très vite. Hein. C'est vraiment à consulter tous les jours. Et donc vous pouvez en trouver des gratuits. En tout cas pour les personnes qui font la formation juste par curiosité. Mais par contre pour les personnes qui veulent travailler dans le domaine à l'avenir, commencez déjà à vous habituer à travailler toujours avec les dernières versions. C'est important. Donc pas le choix, il faut sortir le porte-monnaie et débourser le prix. Il y a aussi un système d'abonnement, mais je crois que c'est que pour les entreprises. Et bien sûr, quand vous serez employé dans une entreprise, vous le recevrez gratuitement. Alors, cette parenthèse étant mise à part, donc c'était tout simplement pour dire qu'il y a des modifications qui sont émises. Donc voilà, ça explique en résumé quelle page faut changer et quelle est la modification. Par exemple, mise en service. Alors des fois c'est des petites choses et des fois c'est des choses très importantes comme un signal qui a été déplacé ou une adaptation de vitesse sur un tronçon, dans une catégorie et un rapport de freinage. Et après vous retrouvez donc votre fameux tableau de parcours RADN avec la modification qui est inscrite. Donc vous devez prendre la page 222.4 dans le gros bloc ici et la remplacer par la page 222.4 ici dans la modification. Et ainsi de suite pour toutes les pages. Là en l'occurrence il y a, ce qu'ils le disent au début, 72 pages on voit dans le total, moins les 2 ou 3 d'introduction, on va dire qu'il y a 70 pages. Donc vous êtes content quand vous avez un système informatique qui le fait pour vous. Par contre ça vous dispense pas de vérifier toujours la date. Donc ça c'était le dernier élément. Maintenant pour le RADN on a fait un peu le tour, il reste un élément que je voulais vous montrer. Donc on a vu les prescriptions de circulation des trains, on a vu le document en tant que tel RADN, on a vu les modifications qui vous sont distribuées régulièrement. Il faut encore aller voir les prescriptions d'exploitation et les prescriptions infrastructure. Alors dans les prescriptions d'exploitation d'une compagnie, donc en l'occurrence
pense ici les CFF pour l'exemple. Là aussi, hein, les prescriptions d'exploitation, vérifiez toujours la date. Ce document-là, il n'est pas à jour, c'est un ancien document que j'ai pris sur internet juste pour l'exemple. Mais bien sûr, si vous êtes employé dans cette compagnie ou dans n'importe quelle autre compagnie, on vous donnera celles qui sont à jour, c'est évident. Et bien sûr, c'est votre part, parce que vous voyez là, 11 décembre 2016, ça a déjà changé 3 ou 4 fois. Tout ne change pas, hein, mais des petits détails dans un ou l'autre article. Donc, pour les tableaux de parcours. Alors, chapitre 3, annonce et transmission. Alors, celui-là, il est en allemand. Je crois qu'il y a de toute façon pas grand-chose. Ah oui, en fait, c'est ici que c'est expliqué justement pour cette compagnie-là, comment elle fonctionne, avec donc leur tablette graphique qu'ils appellent chez eux LEA, Lokführer Elektronischer Assistent. Et donc, ça vous dit que dans la partie cargo, vous devez avoir 2 Léa, dans la partie voyageur, un Léa, un téléphone portable, etc. Donc là, il n'y a pas grand-chose qui nous concerne, nous, en formation. Par contre, si vous étiez employé de cette compagnie, ça vous concernerait. Après, on passe direct au mouvement de manœuvre, donc c'est bon. Dans les prescriptions infrastructures, donc ça, c'est un document qui est commun à 3 compagnies, 3 infrastructures, celle des CFF, celle du BLS et celle des Südostbahn. Vous avez, l'occurrence, tableau de parcours, des prescriptions qui s'appliquent, notamment là en l'occurrence pour, ça c'est dans la marche du train, c'est bien ce qui me semblait, détournement. Ça c'est en fait souvent quand les marches de train et les tableaux de parcours sont fusionnés en un seul document, vous allez voir ça tout à l'heure encore, à la fin de ce cours. Donc là, dans le cadre des détournements de train sur ces 3 infrastructures, il y a des règles spécifiques qui s'appliquent. Sans avis, ça c'est ce qu'on avait vu dans avis, acquittancé, à protocoler ou simplement avis oral, information, le chapitre sur les annonces et transmissions. Donc là, détournement sans avis, tous les parcours par exemple sur le tronçon Renan-Morges-Bussigny, sur le tronçon Berne voyageur jusqu'au Weyermann-Haus, etc. Donc voilà. Détournement après un avis acquittancé sur cette série de lignes ici. Et donc à chaque fois on vous dit la ligne principale, par quelle ligne on est détourné et quel type de train peut être détourné. Parfois c'est tous, parfois c'est les trains de loc, les trains voyageurs, les trains marchandises, les trains avec uniquement l'équipement ETCS. Il y a des exceptions, enfin bref, ça c'est vraiment des prescriptions infrastructures mais que vous devez connaître puisque justement dans les tableaux de parcours vous avez seulement tronçon après tronçon. Donc vous voyez, vous avez toutes les lignes avec leur numéro et quand on prend une ligne avec un numéro, on a uniquement RADN pour un tronçon. Par exemple ici entre Burgdorf et Berne. Après, je sais pas s'il y a une ligne de détournement, mais admettons qu'il y en a une, et ben il faudrait aller un peu plus loin dans les prescriptions, dans le document, trouver la ligne de détournement. Donc là, vous voyez sur la carte aussi, tout simplement. Si vous voulez aller par exemple de Zurich à Olten, vous voyez bien que vous avez une ligne par Zurich, RBL, Zurich-Altstetten, Zurich, mais vous pouvez également passer par RBL, Lenzbourg, Olten. Mais donc ça veut dire que si vous roulez sur la 151 mais qu'il y a un problème, un accident de personne, un dérangement, un train en panne, l'installation des signaux qui fonctionnent plus, l'installation d'enclenchement qui fonctionne plus, tout à coup, on peut vous dire attention, vous êtes détourné par Brugg. Et donc, dans ce cas spécifique, il faudrait trouver la ligne de Brugg et savoir si on est détourné par avis, par quittance ou par avis à protocoler. Sur toutes les lignes autres que celles désignées ci-dessus, les trains ne peuvent être dirigés sur une autre ligne que celle prescrite dans la marche des trains dans les deux sens qu'après communication à protocoler au mécanicien de locomotive. Voilà, donc c'est simple en fait. Soit vous êtes détourné juste sans aucun avis sur ces quelques lignes listées ici, il y en a une quinzaine, mais à condition que vous soyez un train qui est indiqué, là en l'occurrence les TGV peuvent pas être détournés. Soit vous êtes détourné par un avis à quittancer sur cette quinzaine de lignes suivantes, soit pour les autres détournements, on va vous informer carrément avec un avis à protocoler. On nous parle encore du trafic combiné, ça c'est des éléments techniques qu'on verra beaucoup plus tard en fin de formation. Après des prescriptions liées à la ligne de base du Lötschberg et à la ligne de base du Gotthard, donc ça vous concerne que si vous roulez sur ces lignes-là. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Ah ben c'est ce qu'on vient de voir, les détournements avec avis, sans avis et détournements protocolés ici. Voilà, ici on nous dit dans les infrastructures des CFF du BLS et du Südostbahn où on peut trouver les données relatives aux rampes et aux pentes. Donc dans la banque de données CFF, chez BLS, en allant donc sur le site à cet endroit-là, mais évidemment ça c'est des accès qui sont réservés aux personnes concernées en fait, chez Südostbahn, chez ETB Infrastructure, dans le RADN, dans les tableaux de parcours de l'ETB et sur l'horaire graphique. On nous dit encore une prescription relative à la transmission de l'autorisation au départ, donc ça c'est quelque chose qu'on verra quand on étudiera le chapitre sur la circulation, parce que comme vous voyez c'est une prescription qui vient compléter un chiffre du chapitre circulation, et on a encore une autre prescription, ah tiens celle-là, elle nous concerne peut-être déjà maintenant, la suppression anticipée d'un tronçon de ralentissement. La suppression anticipée d'un tronçon de ralentissement peut être signalée selon le chapitre 2.2, le règlement 2.2 chapitre 2, dans le 30.11, bah on y est en fait. Pourquoi ils écrivent cette phrase comme ça? Bref, l'information mécanicien de locomotive par le chef de circulation n'est plus nécessaire. Le signal d'exécution, respectivement le signal final du tronçon de ralentissement, ne sont plus valables et seront tournés parallèlement à la voie ou retirés. L'équipement de voie de contrôle de la marche du train, par exemple les signums, sera démonté. Le train peut circuler selon les tableaux de parcours en cas de reconnaissance sans équivoque par le mécanicien du signal suppression anticipée d'un signal de ralentissement, même s'il n'a pas été informé de la présence de dernier. Donc je ne sais pas si vous avez compris, en gros vous avez un chantier, normalement donc signal avancé, signal d'exécution, signal de fin, et parfois sur les chantiers vous vous rappelez il y a le fameux signal suppression du tronçon, et donc là on nous dit que si le signal d'exécution a été retiré ou alors qu'il a été tourné parallèlement, l'équipement de protection de sécurité est démonté et que si on est sûr, donc on voit à travers notre champ de vision soit que le signal a été retiré, soit qu'il est tourné non pas perpendiculaire mais parallèle à la voie, alors on ne doit plus tenir compte de la restriction de vitesse annoncée précédemment par le signal d'annonce de tronçon de ralentissement de vitesse temporaire, donc de chantier si vous préférez, mais on peut se référer au tableau de parcours. En gros c'est comme si on avait une image 1, donc une voie libre. Et c'était la dernière prescription. Donc voilà, donc vous avez vu, il faut toujours tenir compte des infrastructures,
mesures, des exploitations, en plus du règlement PCT, en plus du document RADN qu'on a étudié aujourd'hui. Et donc le RADN, comme on l'a vu, il se présente sous cette forme-là. Donc dans les PCT, on a l'exemple classique. Donc dans toutes les entreprises, vous retrouverez un peu cette présentation, plus ou moins, avec des petites divergences, mais les symboles utilisés, par contre, là, ils sont fixes. Et là, on a une version concrète utilisée par plusieurs entreprises de chemin de fer. Et maintenant, on va voir carrément une marche de train couplée à un RADN. Donc ça, c'est un ancien collègue qui nous a envoyé. On le remercie beaucoup, encore une fois. Donc voilà comment ça se présente dans le cadre du LEA, Lock électronique assistant des CFF voyageurs et marchandises, et de toutes les entreprises d'ailleurs qui utilisent ce LEA, par exemple certaines comme Crossrail et compagnie. Donc vous avez un tableau qui s'affiche. Donc on reconnaît, on a les points kilométriques, les déclivités, donc pente et rampe, les canaux de communication avec les changements, avec les numéros pour appeler les chefs de circulation, les autorisations au départ données par exemple ici par SMS, des informations relatives à l'ETCS, level 2, mais comme cette ligne n'est pas équipée, il n'y a pas d'informations spécifiques. Elle est équipée en level 1 LS mais pas en level 2. Vous avez ici donc une catégorie de train, donc là en l'occurrence N180, c'est un ICN qui circule sur cette ligne là, ou éventuellement un ETR 610. Il peut circuler donc à 135 km/h à partir de la gare de Saint-Blaise, ensuite il a le bloc de la Coudre, ensuite il a Neuchâtel sur les faisceaux A et D qui peut entrer à 110 avec un seuil de vitesse étagé à 90, donc là il faut aller lire dans les prescriptions locales où se trouve le seuil de vitesse. Donc fameuse colonne, ici il n'y en a qu'une mais on peut en sélectionner plusieurs en général si on a besoin de plusieurs. Bon de toute façon on a toujours une seule catégorie de train et rapport de freinage par circulation, mais s'il y a un frein tombe en panne, c'est des fois pratique d'avoir déjà la catégorie inférieure, en l'occurrence là on aurait pu afficher la N150. Alors ici en plus on a donc l'horaire de ce train, donc entre parenthèses c'est 1 heure de passage, pour rappel, en fixe comme ça c'est 1 heure d'arrêt, arrivé à 8h01, départ à 8h03 de Neuchâtel, le prochain arrêt c'est Yverdon, 8h20, départ 8h22. En Suisse, donc pour les personnes françaises de la formation, sachez que quand il n'y a pas de problème lié soit à une cause extérieure comme un accident de personne, soit à une cause intérieure mais pas anticipable comme une panne d'un élément technique, les trains circulent à la minute près. Donc cette indication 8h1, 8h3, le train va effectivement arriver à 8h1 en ayant circulé aux vitesses prescrites et va effectivement repartir à 8h03 et 0 secondes. Et le signal sera en général déjà ouvert avant même que vous soyez arrêté. Donc voilà, donc là c'est un tronçon simple, on voit qu'une fois qu'on a dégagé le 90 de la gare de Neuchâtel, on roule à 95, on traverse la gare de Neuchâtel-Vaucellon à 95, on a une courbe de sortie à 110 à observer avant de pouvoir dégager cette courbe et pouvoir circuler à 135 jusqu'à la gare de Colombier-Boudry. C'est deux zones géographiques si vous voulez, c'est deux villages différents, mais c'est une seule installation de gare. Vous entrez à 110, ensuite vous avez un 130 au milieu de la gare, ensuite un 130, ensuite un 135, il faut vérifier dans les prescriptions où il est situé, et vous sortez à 135. Lorsque vous avez dégagé ce 135, vous avez encore une courbe de sortie à 140. Lorsque vous avez dégagé par la queue la courbe de sortie, vous pouvez exécuter le 160, vous l'exécutez via la signalisation voie libre bien sûr, jusqu'à la gare de Nant-Bonvillard, où à la fin de la gare vous devrez exécuter le 150. Ensuite vous avez donc une succession de blocs de gare, etc. Le 150, une section de protection longue au kilomètre 45.800. Vous avez la gare de Grandson, donc là vous entrez à 150 mais vous pouvez sortir à 160 et vous pouvez rouler à 160 jusqu'à Yverdon, mais le tronçon est très court ici. C'est là que vous faites un grand bout à 160. Vous voyez entre 8h08 et 8h16, pratiquement 8 minutes pour vous rouler à 160, ensuite vous roulez à 150 et ensuite Grandson, ça vaut pas vraiment la peine d'accélérer, mais bon si vous êtes en retard ça vaut le coup, sinon autant continuer de manière lisse à 150. Et donc vous arrivez après à Yverdon-les-Bains, entrée à 105 km/h, à partir du milieu du quai et pour la sortie, enfin vérifiez dans les prescriptions locales, mais s'il n'y a rien d'indiqué c'est comme ça qu'il faut le considérer, à 115, et lorsque vous aurez dégagé le 115, à 140 et vous continuez ainsi de suite. Donc Yverdon, vous sortez à 115, il y a une courbe de sortie, on a bien fait de regarder la suite. Avant de faire le 140, vous devez d'abord respecter la courbe de sortie, dégager la courbe de sortie, ensuite vous pouvez accélérer à 140, en tout cas en catégorie N180. Vous passez tous ces blocs, épande, là vous avez tout un bout avec des gares, des haltes, des gares, des blocs, etc. Jusqu'à avec les ponts, vous entrez à 140, vous exécutez un 150, vérifiez où se trouve le seuil de vitesse, surtout que là, à nouveau, c'est une gare assez longue qui cumule plusieurs installations ferroviaires. Lorsque vous avez dégagé la gare, vous continuez à 150 jusqu'à que vous arriviez à la courbe 140, vous exécutez la courbe 140, vous entrez dans la gare de Cossonay à 140, vous sortez à 130. Lorsque vous avez dégagé le 130, vous pouvez à nouveau rouler à 140 jusqu'à la halte de Bufflon-la-Ville. La halte, donc le seuil de vitesse est toujours au milieu de la halte. Dès que vous êtes au milieu de la halte, vous pouvez rouler à 160. 160 Bufflon-la-Ville, gare, bloc et entrée de Bussigny 160, mais au milieu du quai, vous devez être à 140. Vous allez donc, à moins que le seuil de vitesse soit ailleurs, encore une fois, vérifier les prescriptions locales. Bref, je vais pas leur dire à chaque fois parce que c'est évident. Donc vous vérifiez les prescriptions locales, vous exécutez le 140 au bon endroit, ensuite vous continuez à 140. Vous voyez ici qu'on a un tronçon de ralentissement entre le kilomètre 4.8 et le kilomètre 4.3 à 80. Ensuite, à Renan, vous avez un seuil de vitesse étagé et ici donc c'est le 125-100. Là le seuil de vitesse, je le sais parce que je suis passé souvent dans cette gare, est matérialisé par un signal pour seuil de vitesse en pleine voie, kilomètre 4.5 et 4.1 si je me trompe pas, à vérifier dans les prescriptions locales, mais c'est quelque chose comme ça. Et donc vous faites 125, 100, mais là en l'occurrence vous n'allez pas faire ça vu que vous avez un ralentissement. 140 pour la vitesse de pleine voie, mais là vous passez dans la gare, 100, 125. Ensuite vous avez de nouveau un ralentissement, donc au lieu de rouler à 140, vous roulez à 100. Ensuite Prix-Malais, vous roulez à 140, etc. Et donc là, donc vous avez vu, ça se présente comme ça, couleur vive, couleur de journée. Si vous roulez de nuit, bon là c'est en l'occurrence entre 7h et 8h, ouais, donc peut-être qu'au cœur de l'hiver il peut faire encore nuit à 7h. Par contre en été il fera jour évidemment à 7h du matin. Donc en été vous l'affichez comme ça avec des couleurs vives, et pour assombrir la cabine, vous pouvez, enfin pour pas trop éclairer la cabine quand il fait sombre dehors, quand il fait nuit dehors, vous pouvez avoir, donc là c'est exactement le même, vous voyez,
vous pouvez l'avoir dans des couleurs vives ou dans des couleurs foncées. Vous voyez la différence si je les mets côte à côte. Mais c'est les mêmes informations bien sûr qui apparaissent, c'est simplement une présentation agréable quand on roule. Effectivement quand il fait nuit, le blanc fait une couleur vive qui tire les yeux, alors que là si vous l'avez sur un fond foncé, ça vous fatigue moins et ça attire moins votre attention, ce qui vous permet de vous concentrer sur non seulement le RADN mais également tous les autres appareils de la locomotive et bien sûr la signalisation extérieure. Donc voilà comment ça se présente concrètement sous format informatique, donc sur une tablette graphique, en général un iPad ou un Samsung. Chez BLS ils ont des Samsung, chez CFF ils ont des iPads, Apple, je crois pas qu'il y ait d'autres marques sur le marché, Süddeutsche-Bahn, Souterreur ils ont aussi des iPads, donc ça se présente comme ça concrètement, mais c'est en fait une fusion de la marche, ici vous avez l'horaire, donc la marche, et des informations qu'on trouve dans le RADN. Et c'est concrètement avec ce genre d'outil de travail que vous allez travailler, si vous travaillez dans ce domaine. Je vous mettrai bien sûr ces exemples à disposition sur le Google Drive ou le Dropbox, ainsi qu'un extrait du RADN, tout en vous mettant aussi les liens où vous pouvez vous procurer le RADN. Et voilà pour cette première introduction sur les tableaux de parcours RADN, j'espère que ça vous aura intéressé, que vous avez appris des choses nouvelles. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo, à partager à toutes les personnes autour de vous qui se demandent à quelle vitesse roule un train, et pourquoi un train roule pas à 180 ou à 200 ou à 120 entre deux villes, mais pourquoi il roule tout à coup à 160, tout à coup à 80, tout à coup à 90, tout à coup il ralentit pour tourner, après il réaccélère après une courbe, parfois il ralentit dans une gare sans s'arrêter, il réaccélère après la gare. Maintenant vous avez compris pourquoi, c'est tout simplement parce que le mécanicien de locomotive respecte les vitesses qui lui sont prescrites dans ce qu'on appelle les tableaux de parcours RADN. Et vous aurez aussi compris qu'on utilise les tableaux de parcours RADN uniquement quand on a l'image de voie libre, pas quand on a une vitesse signalisée. Dans ce cas-là, on utilise les vitesses signalisées et on applique des seuils de vitesse conformes aux prescriptions suite de circulation des trains ainsi qu'aux dispositions d'exécution des entreprises de transport, des infrastructures sur lesquelles vous roulez. Bien sûr, on va revenir sur ces tableaux de parcours, on va les réétudier plus en profondeur, on va étudier dans un prochain cours les tableaux de parcours et les restrictions par rapport à la banalisation ou la non-banalisation des voies. Donc on a encore des éléments à étudier, ce qui nous permettra d'approfondir cette notion de tableau de parcours RADN. Ensuite, on fera des exercices et on fera encore une consolidation avant de passer dans les chapitres suivants qui concerneront la circulation des trains, les seuils de vitesse, les entrées dans les gares, les départs des gares, etc. Merci beaucoup pour votre attention, n'hésitez pas donc à liker, à partager à toutes les personnes qui se posent des questions sur les tableaux de parcours, le RADN, les vitesses des trains, et si vous êtes intéressé par la formation complète, sachez que vous pouvez trouver tous les détails sur notre site internet. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a intéressé ou fait réfléchir, ou si encore grâce à elle vous avez appris quelque chose de nouveau, pensez à nous le faire savoir en utilisant le petit bouton like qui va bien. Soyez libre de vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne de Ride Disruption pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. Pensez également à activer les notifications en cliquant sur la petite clochette à côté du bouton pour s'abonner. Soyez libre de partager à toutes les personnes qui pourraient être intéressées par ce contenu. Dans la description, vous trouverez immédiatement un ou plusieurs liens qui conduisent vers notre site ou éventuellement les sites miroirs. En arrivant sur notre site, vous arrivez sur une page d'accueil qui vous présente le concept général de Ride Disruption.